Mon fils, tu n'as pas droit à l'erreur. Cette phrase a détruit beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes qui avaient un talent incroyable, beaucoup de créateurs. Cette phrase a entraîné beaucoup de personnes dans des cimetières. Cette phrase a empêché à beaucoup de personnes de déployer leur potentiel, leur savoir-faire. Tu n'as pas droit à l'erreur. Cette phrase a été incrustée de manière subliminale dans notre système éducatif. Je me rappelle lorsque j'étais au secondaire, à chaque fois qu'il y avait une évaluation et qu'on devait remettre les feuilles, les enseignants avaient cette manie de classer les feuilles par ordre croissant ou par ordre décroissant. Ça veut dire que par ordre décroissant, par exemple, ce qui était le plus récurrent, on appelait le premier en mathématiques 1975. Il se levait, il venait devant avec beaucoup d'arrogance en levant les épaules. Il prenait sa feuille sous des tonnerres d'applaudissements. Ensuite, on appelait le deuxième 18, le troisième, le 10e, le 20e, le 30e. On arrivait à 8, 7, 5, 4, 3, 2. Et jusque-là, il y avait des personnes qu'on n'avait pas encore appelées. Et qui parfois se disaient, peut-être on a oublié ma feuille. Peut-être on n'a pas corrigé ma copie. Mais non. Ta copie a été corrigée. Et elle est disponible. Sauf que tu vas être appelé lorsque nous allons être à 0,75. Imaginez-vous cette image de cet élève qui s'appelle Christian. Et on dit Christian 0,75. Christian se lève. Il traverse ses élèves qui sont ses camarades. Il arrive devant, il récupère sa feuille. Il rentre s'asseoir. Le poids du regard des autres, teinté de tout ce jugement qui pousse à se dire, mais mon frère, ta place c'est pas ici. Comment des personnes peuvent avoir 19, toi tu as 0,75? C'est la même chose qui va se produire à la maison. Lorsqu'il va arriver à la maison, ses parents vont lui dire, tu as eu combien en mathématiques? On prend la feuille, 0,75. Nul. On va commencer à assimiler cette note à Christian sans se rendre compte qu'en réalité, Christian n'est pas sa note en mathématiques. La note en mathématiques, c'est un travail que Christian a fourni par rapport à un exercice qui a été donné, mais qui n'a pas respecté les codes que l'enseignant souhaitait. Ça ne signifie pas que Christian, en tant qu'individu, est médiocre ou est nul. Sauf qu'on va très vite faire d'assimiler les deux. On va se dire, comme il est faible en mathématiques, il est nul. Et à force de rappeler cela à Christian, il va commencer à s'assimiler comme quelqu'un de nul, comme quelqu'un de médiocre. Cela aura une influence dans toute sa vie. À un moment donné, il va se dire qu'il ne vaut rien. Alors que peut-être Christian est très bon au football. Alors que Christian est peut-être très bon dans la musique. Ou serait un très bon acteur de cinéma. Sauf que la note en mathématiques ne permet pas d'évaluer ces autres compétences de Christian qui s'expriment dans d'autres formes d'intelligence qu'on n'évalue pas nécessairement à l'école. Avec le temps, Christian va commencer à avoir peur d'échouer. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'une des principales peurs, c'est la peur de l'inconnu, qui se matérialise par exemple par la peur de la mort. Après la peur de l'inconnu, comme la peur de la mort, nous avons la peur de l'échec.
Après la peur de l'échec, nous avons la peur de la prise de parole en public. Mais là, nous avons quelqu'un qui va avoir peur d'échouer. La peur d'échouer. Lorsqu'on parle de la peur, on parle d'une émotion. On parle d'un sentiment. On parle d'un état d'esprit. Lorsqu'on a peur, est-ce que c'est facile de prendre des initiatives? Lorsqu'on a peur, est-ce que c'est facile de s'engager dans quelque chose de difficile? Lorsqu'on a peur, est-ce que c'est possible d'être courageux afin de pouvoir poser certaines actions? En réalité, non. Lorsqu'on commence à avoir peur, on commence à limiter notre capacité à faire un certain nombre de choses parce qu'on se dit, attention, c'est dangereux. Imaginez-vous donc quelqu'un qui a peur d'échouer, qui a peur de l'échec. Mais c'est un scandale. C'est une catastrophe. Ça va le décimer émotionnellement. Ça va le décimer sur le plan professionnel, sur le plan entrepreneurial, sur le plan familial, sur le plan sexuel, sur le plan de toutes ses relations humaines. Ça va le décimer. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui ne pourra pas faire un ensemble de choses. On a forcément toujours peur de quelque chose. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, il n'est pas possible de sortir de sa zone de confort. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'élargir. Chacun de nous a une zone de confort, juste que le champ d'action de notre zone de confort, pour certaines personnes, est réduit et pour d'autres personnes, est plus large. Moi, mon champ d'action en ce qui concerne ma zone de confort peut être très large, peut toucher à beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de domaines, alors que pour quelqu'un d'autre, c'est un champ d'action qui est plus réduit. Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'élargir notre zone de confort. On ne peut pas sortir totalement de sa zone de confort. Parce que sortir de la zone de confort dans laquelle on est serait aller entrer dans une autre zone de confort, tout simplement. Parce que qu'importe la situation dans laquelle on est, on aura toujours une zone dans laquelle nous avons un certain confort. Ce qui est normal. Tout le monde recherche la stabilité. Même sur le plan émotionnel, même sur le plan psychologique, votre cerveau recherche la stabilité. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, tout était contrôlé par votre mère. C'est votre mère qui vous nourrissait à travers le cordon ombilical. C'est votre mère qui vous permettait de maintenir votre température. Vous n'aviez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de marcher, vous n'avez pas besoin de faire un ensemble de choses parce que vous étiez dans le ventre de votre mère. Sauf que quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, il y a beaucoup de phénomènes physiologiques qui se sont produits, comme l'ouverture de vos poumons qui vous poussent à crier, comme le fait de respirer vous-même, comme le fait de marcher vous-même, comme le fait de réguler votre température vous-même. Et ça laisse des séquelles dans le cerveau. Le cerveau se dit, mais attends, nous on était en sécurité pendant 9 mois. Maintenant on est sorti du ventre. Et on se retrouve en train de parler nous-mêmes, de marcher nous-mêmes, de réguler notre température nous-mêmes, de faire tout ça nous-mêmes alors qu'avant c'était fait par notre mère. Ça veut dire que lorsqu'on sort d'une situation où on était stable pour tomber dans l'inconnu, c'est dangereux. Et votre cerveau, ça crée des séquelles psychologiques qui vous poussent à toujours avoir peur de ce qui est inconnu. Vous vous dites, attention, ça c'est inconnu. Je suis un salarié, je veux me lancer en entrepreneuriat, mais attends. Si je fais 1 mois, je ne vends rien. Comment je fais pour mes enfants qui sont à la maison? Comment je fais pour manger? Comment je fais pour m'en sortir? Non, vraiment, ce n'est pas intéressant. Je vais garder mon emploi. Je vais juste investir de temps en temps dans certains projets. Mais dire que je quitte mon emploi pour me lancer totalement en entrepreneuriat, non, ce n'est pas pertinent. Et même quand on se lance en entrepreneuriat, il y a certains secteurs d'activité qu'on ne souhaite pas explorer. Vous allez par exemple vous lancer dans le domaine de l'agriculture. Un ami comme par exemple Boari va venir vous dire non, l'agriculture là c'est bien, mais tu peux aussi te lancer dans le trading. Tu vas commencer à dire non, le trading là c'est l'arnaque, c'est l'arnaque. Oui, c'est parce que tu es dans une zone de confort. On ne sort pas totalement de sa zone de confort. On l'élargit en ajoutant d'autres éléments. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a peur d'échouer. Mais ça c'est très grave. Lorsque vous avez peur d'échouer, c'est dangereux. Surtout si vous êtes dans un environnement où les autres vous disent « Tu n'as pas droit à l'erreur ». Comment ça, je n'ai pas droit à l'erreur? Est-ce que c'est possible d'apprendre sans commettre des erreurs? Est-ce que c'est possible de progresser sans se tromper? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible?
Lorsque vous prenez votre téléphone portable aujourd'hui, j'ai envie de vous demander de faire l'expérience. Prenez votre téléphone, vous regardez la marque, vous tapez la marque de ce téléphone sur un moteur de recherche comme Google et vous mettez devant cette marque une année comme par exemple l'année 2001. Vous allez vous rendre compte qu'en 2001, la même marque de téléphone là ne faisait pas le même type de téléphone que vous avez aujourd'hui. Ça veut dire qu'en 2001, la marque de téléphone faisait un certain type de téléphone. En 2002, a commencé à faire un autre type de téléphone. En 2003, la qualité des téléphones s'améliore. Les téléphones deviennent plus puissants, plus performants, plus fins, plus rapides. La qualité de l'écran s'améliore, la qualité de l'appareil photo s'améliore. Ça veut dire qu'avec le temps, on progresse. Et dans cette progression, il y a certaines marques qui ont fait faillite. Je peux citer BlackBerry. Dans cette progression, il y a certaines marques qui sont concurrencées par d'autres et qui n'arrivent pas, je veux dire, à se maintenir au top niveau par rapport à la compétitivité qui est brutale. Dans cette évolution, il y a des marques qui commettent des erreurs, qui apprennent de leurs erreurs ou qui apprennent des erreurs d'autres marques et qui progressent. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a progressé sans commettre des erreurs? C'est pas possible. On ne peut pas progresser sans se tromper, sans échouer. L'échec, c'est la première étape pour progresser. C'est la première étape pour s'en sortir. C'est la première étape pour apprendre de nouvelles choses. C'est la première étape pour pouvoir bénéficier des compétences dont vous n'allez jamais bénéficier, même en lisant 200 livres. C'est en échouant qu'on apprend. C'est en se trompant qu'on progresse. C'est lorsqu'on se trompe brutalement qu'on comprend qu'on devait faire autrement. Mais au quotidien, nos proches nous disent « Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit d'échouer. » On blâme ceux qui échouent. On traite ceux qui échouent de pauvres, de misérables, de bandits, de voleurs, d'arnaqueurs. Quelqu'un lance un projet, le projet ne fonctionne pas, il fait faillite. On dit, vous voyez, il ne vaut rien. Vous pensez vraiment que lorsqu'un projet fait faillite, c'est parce que l'entrepreneur ne vaut rien? Vous le pensez réellement? Vous avez déjà essayé quelque chose pour vérifier que lorsque ça ne marche pas, c'est parce que c'est la personne qui est médiocre? Parce que accuser une personne lorsque quelque chose ne marche pas, ça veut dire, un, que vous ne comprenez rien à la dynamique en ce qui concerne un projet, et deux, vous ne comprenez pas qu'il y a deux éléments qui interviennent dans la réussite ou dans l'échec d'un projet. Il y a les facteurs qui sont intrinsèques, il y a les facteurs qui sont extrinsèques. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que vous avez décidé d'ouvrir une boulangerie. Dans votre boulangerie, la principale matière première que vous utilisez, c'est le blé, ou plutôt la farine de blé. Avec la farine de blé que vous achetez au marché, vous fabriquez du pain, vous fabriquez des gâteaux, vous fabriquez de la pâtisserie, vous faites un ensemble de produits et de services dans votre boulangerie. Vous avez une certaine structure de coût. Quand vous vendez du pain, vous savez quelles sont les marges que vous avez. Quand vous vendez un gâteau, vous connaissez quelles sont les marges que vous avez. Quand vous vendez des crêpes, vous savez quelles sont les marges que vous avez. Vous avez déjà tout calculé et tout ça dépend bien évidemment des intrants, notamment la farine de blé et de beaucoup d'autres intrants que vous achetez à un certain coût, que vous transformez à un certain coût, que vous vendez à un certain coût pour avoir une marge particulière. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement discipliné. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement entreprenant. Vous savez manager vos équipes. Vos équipes sont performantes. Vous vendez très bien parce que vous vous êtes formé. Vous êtes sorti des meilleures écoles. Vous avez développé le branding de votre boulangerie. Vous faites des choses exceptionnelles. Les clients sont totalement satisfaits par rapport à votre qualité de service et surtout par rapport à la qualité de vos produits. Vous vous étendez, vous ouvrez une deuxième boulangerie, une troisième, une quatrième, une cinquième. Vous ouvrez dans d'autres villes. Vous commencez même à faire des franchises de votre boulangerie dans votre pays et même dans les pays étrangers. Vous augmentez vos capacités de production. Vous faites...
Je veux dire, vous achetez de nouveaux outils de production. Vous automatisez même la production d'un ensemble de produits dans votre boulangerie. Vous sortez de nombreuses marques sur le marché. Vous ne faites que progresser. Vous gagnez beaucoup d'argent. Vous vous développez. Vous utilisez des leviers financiers à travers des institutions financières pour avoir des crédits encore plus importants, pour développer encore plus votre business. Vous avez des investisseurs ou plus précisément des actionnaires dans votre projet qui ont mis de l'argent afin de pouvoir gagner des dividendes chaque année. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, l'activité est prospère. Elle se développe de manière exponentielle. Vous commencez même à investir dans d'autres secteurs d'activité. Vous subventionnez des personnes. Vous posez des actions sociales. Vous faites des actions humanitaires. Vous construisez des écoles. Vous faites des forages dans des villages. Vous vous rendez utile pour votre société. Parce que vous avez une boulangerie qui fonctionne de manière optimale. Et l'intrant majeur que vous utilisez, c'est le blé. Et ça fonctionne de manière extraordinaire. Vous êtes un entrepreneur prospère. Vous passez dans tous les médias. Vous êtes dans Forbes, vous êtes dans les magazines, vous êtes dans les plateaux de télé tous les jours. On parle de vous dans tous les blogs. Lorsqu'on tape votre nom sur Google, ça inonde de pages qui parlent de vous, de sites internet qui sont dédiés exclusivement à vous, de reportages qui ne présentent que vos réalisations, qui expliquent comment vous êtes quelqu'un de prospère, quelqu'un de béni, quelqu'un de puissant. Vous êtes puissant. Ça veut dire que sur le plan intrinsèque, vous avez fait tout ce qu'il faut pour que l'entreprise fonctionne de manière excellente. Vous êtes en train de progresser de manière fulgurante. Ça, c'est intrinsèque. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Sauf que de façon extrinsèque, il y a des facteurs qui peuvent se produire et qui peuvent détruire tout votre empire en moins d'1 an. En moins de 6 mois, en moins de 3 mois, en 1 mois, en quelques semaines, parfois même en quelques jours. Il y a des facteurs extrinsèques qui peuvent détruire tout votre business en moins d'1 mois. Ces facteurs-là ne dépendent pas de vous. Vous voulez que je vous prenne un exemple de facteur? La guerre en Ukraine. Vous êtes couché chez vous, vous êtes en vacances avec votre femme, vous êtes au bord de la plage, vous dormez la nuit, vous faites l'amour avec votre femme, vous êtes en train de crier la nuit en disant « Chérie, je t'adore, nous avons vraiment une vie magnifique ». Et pendant que tu es en train de faire une pause après 3 coups, parce que tu es très content, tu penses que tu es viril, le poutoulou fonctionne très bien, tu te lèves, tu vas aux toilettes. Quand tu sors des toilettes, tu dis « Voilà, je vais un peu suivre l'actualité ». Quand tu allumes ton téléviseur de 100 pouces, tu mets une chaîne de télé occidentale et tu vois en rouge, la Russie vient d'attaquer l'Ukraine. Bon, jusque là, ça n'a l'air de ne pas te dire grand chose. Tu vas continuer à donner 2 coups, 3 coups. Tu dors avec ta femme. Vous vous levez le matin, vous buvez le petit déjeuner, vous mangez, vous allez à la plage, vous vous faites plaisir, vous buvez du jus de fruits, d'ananas, ainsi de suite. Tu regardes encore l'actualité, on dit oui, la Russie ne fait qu'attaquer l'Ukraine, la guerre a commencé. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir une pénurie de blé. Parce que ce sont ces produits qui produisent la plus grande quantité de blé exporté à travers le monde. Et quand il y a pénurie d'un produit, notamment d'une matière première comme celle-là sur le marché, il y a une inflation qui va se produire. Ça veut dire que ça va commencer à coûter plus cher. C'est la logique. Ça veut dire qu'un produit commence à devenir rare, il commence à devenir plus cher. Avant, tu achetais peut-être le blé à 500. On te dit que maintenant, c'est 800. Pour quelqu'un qui achète seulement 1 kg de blé, ce n'est pas grand-chose. Mais pour toi qui as 50 boulangeries, 100 boulangeries, qui achètent des tonnes de blé, si on fait seulement les 300 là, ou les 400 d'augmentation là, ou les 500 là, si on multiplie ça par le nombre de tonnes que tu achètes, ça devient extrêmement important. Ça devient des milliards en plus. Ça veut dire qu'il faut modifier toute la structure de coût de ton entreprise. Ce n'est pas toi qui est à l'origine de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine n'a pas demandé ton avis.
Je veux dire, Vladimir Poutine n'a pas pris son téléphone, il t'a appelé, il t'a dit, mon frère, je me suis rendu compte que tu as beaucoup de boulangeries en Afrique là. Bon, je sais que tu utilises beaucoup du blé. Et voilà, j'ai envie d'attaquer l'Ukraine là. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît? Tu veux que j'attaque l'Ukraine ou j'attends d'abord que tu cultives le blé et que tu puisses avoir des quantités de blé produites en Afrique que tu vas utiliser toi-même? Je fais comment? Dis-moi un peu, essaie un peu de répondre à mon SMS là. Dis-moi un peu, j'attaque l'Ukraine quand? Aujourd'hui ou la semaine prochaine? Ou dans 6 mois quand tu auras déjà ton blé? Ce n'est pas une décision qui dépend de toi. C'est ce qu'on appelle un facteur extrinsèque. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. Donc tu te lèves un matin directement, le prix du blé est en train d'augmenter sur le marché. Quand le prix du blé augmente, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu vas acheter le blé plus cher. Ça veut dire que tes fournisseurs vont te fournir le blé à un prix plus élevé. Ça veut dire que le prix du pain va changer. Le prix du gâteau va changer. C'est-à-dire que la structure de tous tes coûts va changer. Ça veut dire que tes marges vont diminuer. Ça veut dire que tu risques d'augmenter le prix des produits sur le marché. Et si les produits augmentent sur le marché, ça veut dire que les clients vont commencer à se plaindre. Parce que leur niveau de vie n'a pas progressé au même rythme que l'augmentation de tes produits. Donc quelqu'un ne peut pas avoir 50 000 de salaire. Son salaire n'a pas augmenté. Son niveau de vie n'a pas progressé. Il y a une inflation sur le marché. Ça veut dire que la valeur des produits sur le marché, il y a une hausse généralisée. Lui, son argent, son salaire n'a pas augmenté et sa valeur a diminué parce que ce qu'il pouvait acheter à 100 francs, il ne peut plus acheter la même chose à 100 francs. Ça veut dire que l'argent qu'il a, la valeur a diminué. Avant, il achetait le pain à 100 francs. Maintenant, le pain, c'est 150. Ça veut dire qu'avec le même 100 francs qu'il avait avant, il ne peut pas acheter un pain. Donc, la valeur de son argent a diminué. Il y a une augmentation des prix sur le marché de manière généralisée. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et toi, c'est en train de te toucher parce que ça touche à l'un de tes intrants principaux qui est le blé. Tu sais ce qui va se passer? Ce sera difficile pour ton entreprise de pouvoir résister à ça. Parce qu'il va falloir mobiliser une trésorerie beaucoup plus importante. Parce que maintenant, pour payer les traites au niveau de tes crédits bancaires, ce sera plus difficile. Pour pouvoir faire les marges que tu te faisais, ça sera beaucoup plus difficile. Tu ne pourras même plus faire le même chiffre d'affaires que tu faisais avant. Ça veut dire que si tu avais déjà fait des projections en sachant que on fait un chiffre d'affaires de 50 millions par jour et que maintenant tu te retrouves en train de faire 20 millions par jour, c'est que tu ne pourras plus rembourser les banquiers. Tu ne pourras plus satisfaire les investisseurs. Tu ne pourras plus développer ton entreprise à la même vitesse. Parce que ton outil de production qui permettait par exemple de tourner 1 tonne par exemple de blé par heure, tu ne pourras plus tourner la même quantité parce que tu n'as plus suffisamment de trésorerie pour le faire. Voilà comment en quelques semaines le château de cartes peut s'écrouler totalement. Parce que même s'il faut cultiver le blé, ça va prendre un certain temps. Il y a un certain type de mesures qu'il faut prendre pour que ça pousse. Et même si tu réussis à le faire, il y a un certain type de variétés qui vont faire en sorte que cela ait une influence sur la qualité du pain, la qualité de toute la pâtisserie. Voilà comment ton business risque de disparaître en quelques semaines, en quelques mois. Pas parce que c'est dû à toi, mais parce que c'est dû à quelqu'un d'autre qui est en externe, ce qu'on appelle une contingence externe. Et lorsque ton entreprise va faire faillite, on va dire que tu es maudit. On va dire que tu n'avais pas droit à l'échec, à l'erreur. Est-ce que c'est dû à toi? C'est un facteur externe. D'autres diront non, tu aurais dû cultiver le blé, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû anticiper, tu aurais dû penser qu'un jour ça fait ceci. C'est facile lorsqu'on est dans les gradins de dire que Cristiano Ronaldo aurait dû amortir le ballon de cette façon avant de tirer dans les filets. C'est facile quand on est dans les gradins de juger ceux qui sont au stade et qui sont en train de mouiller le maillot. Ça peut même être une autre forme de contingence externe. Hein. Ça peut être que dans le pays dans lequel tu es en train d'exercer ton activité, on signe un document qui détruit ton business. Ça veut dire que tu es en train de dormir, tu es en train de coucher avec ta femme, et tu te lèves le matin, au journal, on te dit que désormais, l'importation du blé est interdite. Oui, on peut signer un document pareil, c'est possible. On signe un document, on dit qu'on n'importe plus le blé à partir du 1er juin. Qu'est-ce que tu fais? Ta matière première principale, c'est le blé. L'État dans lequel tu es en train d'exercer ton activité décide de suspendre définitivement l'importation du blé et donne 30 jours pour ne plus jamais importer le blé. Qu'est-ce que tu fais pour que ton business continue de fonctionner? C'est ce qu'on appelle une contingence externe aussi. Ce n'est pas pour rien que la plupart des opérateurs économiques font du lobbying pour qu'on ne prenne pas ce type de décision.
ou alors pour qu'on prenne des décisions pour les avantager, comme certains qui vont faire en sorte qu'on prenne des décisions pour que ces entrepreneurs-là aient l'exclusivité dans certains secteurs d'activité. C'est du lobbying, pour ne pas dire la corruption. Parce que j'aime souvent dire que les Occidentaux appellent ça le lobbying, mais chez nous, ils appellent ça la corruption. Parce que le lobbying, c'est aussi une autre forme de corruption. Et là, ça pourrait faire que l'entreprise fasse faillite. Et on dirait quoi? Que l'entrepreneur est mauvais. On dirait qu'il est malhonnête parce que l'entreprise a fait faillite. En fait, cette faillite va lui enseigner beaucoup de choses. Cette faillite va lui permettre d'avoir une vision beaucoup plus panoramique lorsqu'on veut lancer un business. Cette faillite va lui permettre de comprendre que lorsque tu as une matière première de cette, de cette importance dans ton business, il faut que tu trouves le moyen de comprendre comment tu vas t'y prendre au cas où tu n'as plus cette matière première. Et là, je vais prendre un exemple des pays, par exemple, qui ont beaucoup de pétrole, comme les pays arabes, qui ont compris qu'il n'y aura pas le pétrole éternellement. Un jour, il n'y aura plus le pétrole. C'est pour ça que ces pays investissent énormément dans d'autres secteurs d'activité, comme le tourisme. Comme on parlait de Dubaï dernièrement. Ces pays investissent beaucoup dans le tourisme en sachant que même si aujourd'hui il n'y a plus le pétrole, les gens viendront chez nous pour voir nos pays qui sont bien construits. Pour voir nos pays où on peut faire du commerce, où il est agréable à vivre. Dans certains cas de figure, bien évidemment. C'est comme ça qu'on fait. Sauf que s'il n'avait pas eu cet échec, il n'aurait pas appris. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans des livres. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans des documents. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans des vidéos. Il y a des choses qu'on apprend en les vivant. Et pour pouvoir réellement apprendre, il faut les apprendre dans la douleur. Comme Grâce Divine le disait dans son livre. Aujourd'hui, on veut nous interdire d'échouer. Mais c'est très grave. Mais pourquoi vous ne voulez pas que votre enfant échoue? Vous devez féliciter votre enfant quand il échoue. Quand votre enfant échoue, vous devez le féliciter. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un échoue, ça veut dire qu'il s'est donné l'audace d'essayer. Il s'est donné l'audace d'essayer quelque chose. Ça n'a pas marché. Mais il a essayé quelque chose. Donc, vous voulez féliciter ceux qui n'essaient rien. Parce qu'en réalité, pour ne pas échouer, il ne faut rien essayer. Il ne faut rien tenter. Il ne faut rien être. C'est ceux qui ne tentent rien, qui n'essaient rien, qui ne sont rien, qui n'échouent jamais. Victimiser ceux qui échouent, c'est faire comprendre de manière subliminale que ceux qui ne font rien sont à féliciter. On doit féliciter ceux qui ne font rien. On doit féliciter ceux qui ne foutent rien au quotidien, qui ne contribuent à rien à ce que notre société puisse progresser. C'est eux qu'on doit féliciter. On doit féliciter ceux qui échouent. Parce que ceux qui échouent au moins ont compris qu'il y a un problème. Moi, je veux apporter une solution à ce problème. Ces personnes ont essayé des solutions qui n'ont pas fonctionné. On doit les féliciter et leur faire comprendre que ça n'a pas fonctionné, c'est vrai, mais trouvons un moyen pour que ça fonctionne. Nous savons que tu as appris de cet échec-là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ça progresse? Pour terminer, moi j'ai échoué. Parce que durant toute ma vie, je croyais que je pouvais faire seul. Durant toute ma vie, j'ai cru que si je suis très intelligent, je peux m'en sortir seul. C'est pour ça que je consommais les livres comme si c'était des biscuits. Aujourd'hui, j'ai déjà lu plus de 1000 livres, en dehors des livres de médecine. Je lisais les livres comme si c'était des bonbons que je suçais. Parce que je me disais, si je lis le maximum de livres, si je me forme comme un malade, si j'essaye d'apprendre dans tous les domaines d'activité, je serai tellement intelligent au point où je n'aurai besoin de personne et je vais m'en sortir seul. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que je l'ai fait, oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Je me suis brutalement fracassé la figure contre le mur dans plusieurs projets. J'ai fait faillite dans tellement de projets. J'ai pris des engagements avec des personnes tellement de fois que je n'ai pas pu assumer. Parce que je croyais qu'en étant seul, en étant intelligent, on peut s'en sortir seul. Et ça m'a pris pratiquement 4 ans pour comprendre que je ne peux pas m'en sortir en étant seul.
Depuis ce jour, j'ai compris de par ces échecs qui m'ont plongé dans une déprime. Moi, j'ai fait 2 burn-out. Quand je vois les gens dire je suis déprimé, moi, ça m'amuse. Moi, j'ai fait 6 semaines. Je ne marchais pas. Lorsque j'essayais de réfléchir, c'est comme si mon cerveau allait exploser. J'étais totalement déprimé. Et ça m'a permis de me re-questionner sur ma vie en me disant, mais Claudel, est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce que tu vas continuer comme ça? Sinon tu vas mourir, mon frère. Tu vas mourir, on s'en fiche. La vie va continuer, elle sera meilleure qu'avant. Trouve une solution pour pallier à ça. Oui, tu as échoué, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent souvent en ligne, ah dis donc Claudel, laisse ça, tes parents étaient riches. Tout ce que tu fais là, tes parents étaient riches. C'est pour ça que tu fais ce que tu fais. Ça m'amuse. J'ai envie de leur poser la question. Faisons la liste des personnes qui sont les plus riches de notre environnement. Et prenons la liste de leurs enfants. Et regardons les réalisations de leurs enfants. Ça permettra de faire une étude statistique pour voir si lorsque les parents sont riches, les enfants auront forcément un impact dans la société et feront ce que nous sommes en train de faire actuellement. Ce n'est pas si simple que ça. La pauvreté n'est pas seulement matérielle. On peut avoir des parents très riches et être très pauvres intellectuellement. On peut avoir des parents très riches et être un légume. On peut avoir des parents très riches, mais au final, dans la société, on se sent tellement frustré parce qu'on ne peut pas mener une vie simple comme les autres. Vous pouvez vous balader dans la rue. Vous pouvez marcher, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez vous asseoir, manger les beignets, taper les divers avec vos amis. Il y a des personnes qui aimeraient faire ça, mais qui ne peuvent pas le faire parce que sortant d'une famille où ces personnes ne peuvent pas s'exposer n'importe comment. Et du coup, ça crée une déprime. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'habiller n'importe comment parce que provenant d'un certain type de famille. Et quand ces personnes se trouvent avec d'autres personnes, ça crée un complexe. Il y a des personnes qui ne savent pas exactement si elles sont aimées par leurs proches ou par leurs partenaires. Pourquoi? Parce qu'elles se disent toujours, est-ce que cette personne m'aime parce que je suis quelqu'un de bien? Ou alors cette personne m'aime parce que mes parents ont beaucoup d'argent et cette personne veut l'argent que ma famille a. Peut-être vous n'avez pas l'impression que c'est un problème, mais c'est un gros problème. Ça veut dire que vous vous retrouvez dans un cas de figure où vous avez beaucoup d'argent, mais vous avez plus de problèmes que lorsque vous n'en aviez pas. Parce qu'on croit toujours qu'avoir beaucoup d'argent, c'est la solution à tout. Non. Toi qui n'as pas beaucoup d'argent, peut-être tu as des problèmes pour manger. Peut-être tu as des problèmes pour te vêtir. Peut-être tu as des problèmes pour pouvoir mettre ta famille en sécurité. Celui qui a beaucoup d'argent aussi, il a un autre type de problème. Il a des engagements financiers avec des institutions financières. Il a des investisseurs, il a des actionnaires, il a des traites qu'il doit payer chaque mois. Il a des projets qu'il doit développer, il a des concurrents sur le marché. On peut signer des documents qui font en sorte qu'il fasse faillite. Il y a des contingences externes qui peuvent se produire, comme la guerre en Ukraine, et faire en sorte que son business arrête de progresser. Il peut facilement passer de quelqu'un qui est riche à quelqu'un qui est pauvre. Il doit se méfier de l'endroit où il mange. Il doit se méfier de ce qu'il boit parce que les gens peuvent l'empoisonner. Ils doivent toujours se mettre en sécurité pour éviter de s'exposer. Certains ne peuvent même pas se balader en route parce que les gens vont s'agripper sur eux, dire que je veux faire une photo. En fait, ils ont d'autres problèmes aussi. Peut-être vous pensez qu'eux, ils n'ont pas de problème parce qu'ils ont juste de l'argent. Non, ils ont des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que dans notre environnement, il n'y a personne qui est riche. Personne n'est riche dans notre environnement. Quand je dis ça, les gens se disent, oh merde, c'est bizarre. Comment tu veux que personne n'est riche? Il y a tel qui est milliardaire, tel qui est milliardaire. Je lui dis non, il n'est pas milliardaire. Et si tu veux qu'on vérifie vraiment, allons évaluer le niveau de ses dettes. Et quand tu vas évaluer ses dettes, tu vas te rendre compte qu'il n'est pas milliardaire comme tu crois. Moi, je me rappelle, j'ai un membre de ma famille, juste que je ne peux pas le citer. Je pensais aussi qu'il était très riche, très milliardaire quand j'étais petit. À force de grandir dans les affaires, je me suis retrouvé dans certains couloirs avec lui, dans certains réseaux avec lui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'est pas milliardaire comme je pensais. C'était une illusion. Parce que quand j'ai vu le niveau de ses dettes, j'ai compris que ce monsieur, il jongle comme celui qui est Bayamsel à mon marché. Il jongle exactement de la même façon. Quand j'ai vu son niveau d'engagement, vous voyez quelqu'un qui doit verser des traites chaque mois à la banque de 600 millions de francs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que chaque mois,
il doit verser à la banque 600 millions de francs, représentant un crédit qu'il a eu à prendre et dont il doit rembourser chaque mois. Toi qui es au quartier, tu peux rembourser des dettes de 600 millions de francs. Si on te dit même aujourd'hui que tu as des dettes de 1 million, ta tête va chauffer. Il y a des personnes même qui sont fières de dire « Non, je n'ai pas de dettes, pardon. Je ne veux pas les problèmes dans ma vie. Moi, vraiment, j'ai mon épargne, je gère seulement mon salaire et tout. » Il y a des personnes qui n'ont même pas le courage d'avoir une dette de 1 million. Qui n'ont pas le courage d'avoir une dette de 5 millions, de 10 millions, de 100 millions. Il y a des personnes qui ont des dettes de 20 milliards de francs. Il y a des personnes qui ont des dettes en milliards de dollars, en milliards d'euros, mais qui continuent de vivre au quotidien. Pas parce qu'elles n'ont pas de problème, mais parce que leurs problèmes sont d'un autre niveau et à la hauteur de cette richesse que vous croyez que ces personnes ont. Tout le monde a des problèmes. Les riches ont des problèmes, les pauvres ont des problèmes. Juste que les problèmes sont de nature différente, mais ce n'est pas pour autant que certains ont des problèmes plus grands que les autres. Non. Pendant 4 ans, je me suis battu seul. Et je me suis cassé la figure brutalement. Dans tous les projets que j'entreprenais, ça ne fonctionnait pas. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, il faut se mettre ensemble. Et quand je dis qu'il faut se mettre ensemble, les gens ont l'impression que c'est facile. Ce n'est pas facile de se mettre ensemble. Parce que quand vous vous mettez ensemble, il y a des trahisons. Et quand on parle de trahison, ça veut dire que ça provient des personnes en qui vous avez confiance, à qui vous avez accordé une certaine confiance et qui ont décidé de vous trahir. Parce que quand on dit trahison, ce n'est pas les inconnus. Je veux dire, tu ne peux pas être là, quelqu'un qui est en route, qui ne te connaît pas, te trahir. Non, c'est pas possible. Quand on parle de trahison, ce n'est pas un inconnu. Quand on parle de trahison, c'est quelqu'un avec qui tu as travaillé. C'est quelqu'un avec qui tu as essayé de bâtir des choses. C'est quelqu'un avec qui tu avais une certaine intimité, une certaine proximité, un capital confiance que tu as octroyé. Et la personne décide de rompre tout ça. C'est ça qu'on appelle la trahison. Et quand on décide de se mettre ensemble, vous allez être victime de trahison régulièrement, de personnes extrêmement proches. Et ça fait extrêmement mal. Et vous avez l'interdiction de pleurer parce qu'un entrepreneur ne pleure pas. Donc, vous devez échouer dans ces relations que vous avez avec les autres sous la base de toutes ces trahisons. Mais vous devez toujours vous relever et continuer de progresser. Vous ne devez pas faire en sorte que les autres ne bénéficient pas de votre confiance parce que vous avez eu les trahisons avant. Non, je suis désolé. Ce n'est pas parce que vous avez eu les trahisons avant que les nouvelles personnes qui vont vouloir rejoindre votre communauté, vous allez dire non, les gens m'ont trop trahi avant et vous là. Non, 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 mon ami. Tu dois apprendre de tes erreurs. Tu dois être fier d'avoir échoué. Tu dois être fier d'avoir fait confiance à quelqu'un et la personne a brisé cette confiance-là. Tu dois essayer de comprendre si le problème, ce n'était même pas toi. Peut-être c'est toi le problème. Peut-être c'est moi le problème. Peut-être toutes mes trahisons, c'est à cause de moi. Je ne sais pas. Moi, je me suis déjà posé des questions dessus parce qu'il faut faire une introspection pour comprendre si la difficulté ne provient pas de toi, si le problème ne provient pas de toi. Peut-être même toi qui as coupé la relation inconsciemment sans comprendre en réalité que c'est toi qui étais à l'origine de la trahison. C'est possible. Il faut poser des questions à 360 degrés pour comprendre qu'en réalité, qu'est-ce que je dois modifier pour que la suite soit meilleure? Parce qu'avant, j'étais seul, ça n'a pas marché. Maintenant, j'ai décidé de comprendre qu'on doit faire ensemble. Mais quand on fait ensemble, il y a des trahisons, il y a des personnes égoïstes, il y a des égos surdimensionnés, il y a des personnes manipulatrices, il y a des personnes qui font du sexpionnage. Il y a tellement de travers, de difficultés, de challenges, de dangers, parfois même de poison. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez arrêter de vouloir continuer à travailler ensemble parce qu'il y a tout ça. Non, on doit s'inspirer de ces échecs, de ces trahisons, de ces, j'ai envie de dire, de ces drames psychologiques et dans nos relations pour pouvoir mieux faire par la suite et donner l'opportunité de continuer à croire en l'humain. Et c'est parce que j'ai compris qu'il faut continuer de le faire qu'avec mes collaborateurs et avec toutes les personnes qui font partie de notre communauté, nous avons créé la Startup Academy qui est répandue partout à travers le monde aujourd'hui. Nous avons créé le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe qui comporte près de 1000 membres aujourd'hui et à travers lequel nous sommes en train de déployer des projets de grande envergure comme la tontine structurelle africaine que nous avons démarré il y a de cela quelques mois et dont le projet est celui de construire une ville. Je parle d'une ville, pas d'un immeuble. Aujourd'hui, nous avons compris. Nous avons appris de nos échecs. Nous avons appris de nos erreurs. Nous avons été fiers d'échouer.
Soyez fiers lorsque vos enfants échouent. Soyez fiers lorsque vos collaborateurs échouent. Félicitez toutes les personnes qui échouent, mais surtout, montrez-leur où est-ce que le problème s'est situé, ou accompagnez-les à se relever. Parce que lorsqu'on se relève d'un échec, on devient encore plus puissant. Et c'est pour être plus puissant que nous avons décidé de créer toutes ces communautés. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de nous rejoindre dans nos communautés. Vous pouvez rejoindre la Startup Academy. Vous pouvez rejoindre le Claudel Nobissé Business Group. Vous pouvez rejoindre la tontine structurelle africaine. Vous pouvez rejoindre tous ces projets à la fois, toutes ces communautés à la fois, afin qu'ensemble, nous soyons plus puissants et que nous ne puissions plus avancer comme des électrons libres qu'on va écraser parce que individuellement, nous pouvons être très intelligents, mais nous sommes très fragiles si nous ne sommes pas dans une communauté qui avance comme un bloc puissant. Donc aujourd'hui, moi je vais vous recommander de rejoindre l'une de nos communautés ou une communauté similaire qui pourra vous permettre de pouvoir vous exprimer. Et quand vous seriez dans cette communauté, comprenez que l'échec, ça fait partie de l'aventure. L'échec, c'est un apprentissage. L'échec, c'est le chemin indispensable qui conduit au succès. Restez fort, n'abandonnez jamais. Parce que le plus grand échec d'un entrepreneur, c'est lorsqu'il abandonne. Rejoignez-nous et si vous voulez rejoindre l'une de nos communautés, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre la Startup Academy » ou « Je souhaite rejoindre le Claudel Nobissé Business Group » ou écrivez en inbox ou alors nous allons laisser les coordonnées qui vont vous permettre de nous contacter. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Abandonne